On attaque notre troisième critique, Green Lantern Legacy, avec donc des nouveaux visages qui nous rejoignent, à commencer par Jérémy. Jérémy, comment vas-tu ? Bah, ça va très bien, un petit peu stressé là, mais je suis très content. J'ai mis ma plus belle chemise verte pour l'honneur de Green Lantern, donc on est bon. Il est content, il est content. Ouais, non, mais t'inquiète, tu vas rester avec nous tout au long de l'émission. On est également avec Benoît. Benoît, comment vas-tu, Benoît ? Bienvenue. Salut, ça va très bien, monsieur. Un peu stressé aussi. Tout se passe bien, surtout parce qu'on est entre les mains expertes de Karl. Comment ça va, Karl ? Salut, tout se passe bien. Écoutez, j'ai mon Green Lantern derrière, j'ai tout révisé, on est prêt. Très bien. T'es un peu au four et au moulin aujourd'hui. Hein. T'es devant la caméra, derrière la caméra. Tout va bien se passer. Oh, je m'ennuyais. Très bien. Non, mais quelque chose me dit que Green Lantern Legacy ne t'a pas ennuyé, donc je propose qu'on en parle tout de suite. Donc déjà, le pitch rapidement. Si on héritait de l'anneau de Green Lantern de votre grand-mère, on rappelle que c'est une version un peu différente éditée chez Urban Link, donc qui propose une réinterprétation du mythe de Green Lantern, avec l'idée que cette fois-ci c'est Tai, qui est un jeune américain d'origine vietnamienne, qui hérite de l'anneau, alors que le magasin familial est régulièrement la cible d'attaques racistes. Le héros va s'intéresser au plan d'un industriel qui veut justement reconstruire le quartier. Et donc là-dessus, on a une lecture jeunesse, mais qui propose quand même peut-être des pistes un peu plus nuancées que ça, Karl. Tai a cette particularité qu'il est le premier Green Lantern à hériter de l'anneau, pas celui du Mordor, mais de sa famille. C'est pas habituel. Et le côté lecture jeunesse va venir d'une découverte des pouvoirs. Dans l'histoire, je crois qu'il a 13 ans, Tai, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et de la découverte des deux héritages que lui a laissé sa grand-mère, à savoir l'héritage en tant que Green Lantern, d'une part, et l'héritage en tant que réfugié du Vietnam, d'autre part. Et donc c'est en découvrant un petit peu ses origines que Tai va pouvoir devenir un Green Lantern. L'autre avantage de cette lecture jeunesse, c'est quand on parle de comics, il y a souvent un peu la peur de par quoi je commence, si je prends une histoire, est-ce que je vais comprendre ? Là, c'est un roman graphique qui présente un nouveau personnage, Tai, c'est 140 pages, c'est sa première apparition. On prévoit des histoires à venir, donc bon, raison de plus de commencer maintenant. Et l'autre, et comme c'est une histoire pour enfants, comme souvent ça se concentre sur des personnages d'enfants, là il y a un trio d'amis qui est très sympa. Donc Tai est une pote et un pote qui l'accompagne un peu dans ses aventures, à qui il se confie assez vite sur son rôle, et qui forment un groupe, ça fait un peu Harry, Ron, Hermione. En plus, d'accord, ok, pour les dynamiques. Ou Naruto, Sasuke, Sakura aussi, pourquoi pas. Pardon, oui, je t'ai interrompu. Ok. On peut quand même rappeler, oui, pour finir, que c'est quand même le premier comics de l'auteur qui d'habitude est écrit plutôt des livres pour enfants. Et pour le coup, c'est DC qui est carrément allé le chercher. Il le confie de manière assez amusante dans une interview qui est proposée dans l'édition française, qu'on vous recommande au passage. Pour le coup, le petit avant-propos est plutôt sympa pour comprendre la démarche de l'auteur. On pourra peut-être aborder ça plus en détail. Après, je me tourne vers vous, Jérémy, Benoît. Jérémy, peut-être pour commencer, ce Green Lantern Legacy, ce pitch de départ, est-ce qu'il t'a convaincu ? Oui, carrément, parce qu'au final, je connaissais Green Lantern qu'à travers la série d'animation de la Justice League de Paul Dini et de Bruce Timm, mais c'était vraiment ma première porte d'entrée pour le personnage, et je trouve que ça a super bien marché. Ça donne vraiment envie d'en apprendre plus sur le fonctionnement de la Lantern Corps, sur ce fameux Sinestro qui tente de leur donner tant de mal. Et un peu de tout cet univers foisonnant, de comprendre un peu quelles sont les règles justement des Green Lantern et comment ils peuvent utiliser leur pouvoir. Je trouve qu'en plus ça me fonctionne très bien avec un titre comme Green Lantern, parce que c'est un personnage où ses pouvoirs sont transmissibles.
à travers la bague. Ça facilite la curiosité d'aller lire d'autres histoires, car c'est pas hyper gênant de switcher d'un personnage à un autre, et puis même de changer d'histoire ou de contexte, tant qu'on a un peu cette même base. Et je trouve qu'en vrai, DC Comics, ils font un super boulot pour leur gamme de romans graphiques jeunesse. Alors c'est généralement des origin story, mais c'est tout l'intérêt de ces œuvres de remettre au goût du jour ces héros et héroïnes, et en les adaptant aux attentes des nouvelles générations qui connaîtraient pas forcément ces persos. Et ça marche bien. Moi, j'avais lu Harley Quinn Breaking Glass de Mariko Tamaki et Steve Pugh, et c'était vachement cool aussi, dans un tout autre style, mais ça fonctionnait super bien. Benoît, je me tourne vers... Pardon, Karl, vas-y. Qui s'adresse à la jeunesse avec des histoires qui ne sont pas dans l'univers principal, donc n'importe qui peut prendre. Donc du coup c'est pas mal, oui, c'est une démarche de one shot qui permet de donner des clés, de réactualiser peut-être aussi certaines métaphores inhérentes au personnage. Avant d'avancer justement, avant d'aller sur le point suivant, sur la question justement de la transmissibilité de l'anneau et de ce que ça peut apporter à l'échelle de ce one shot, Benoît, est-ce que ce pitch t'a convaincu? Justement, toi qui es peut-être un peu plus de bouteille dans le milieu des comics aussi. Oui, je connais un petit peu plus l'histoire des Green Lantern, et je trouve que c'était une très très bonne porte d'entrée pour un nouveau lectorat, donc qui peut être jeune. Je trouve que c'est en fait c'est très frais comme histoire. Je trouve que l'humour marche vraiment très très bien. On n'oublie pas que c'est des adolescents. Et du coup, il y a quelques touches d'humour qui sûrement ont vraiment beaucoup marché. Il y a notamment une séance de méditation où il essaye de reprendre des préceptes de sa grand-mère. Mais en fait, toutes les 30 secondes, il repart sur son téléphone portable où il va jouer à la console. Ou une autre vanne où, par exemple, il va oublier sa bague dans son jean qui est dans la machine à laver. Voilà, c'est des choses qu'on a tout fait. C'est un peu un truc à la Peter Parker, Spider-Man. C'était pareil. Un petit peu loose, mais voilà. Comme Mitterrand et les codes nucléaires, c'était pareil. Ça arrive même au meilleur. C'est ça, exactement. Ouais. Mais pour le coup, en fait, et ça reprend vraiment tout ce qu'il faut savoir de la mythologie de base de Green Lantern. Il y a toutes les règles principales, sans forcément aller dans tout ce qui a été exploré ces dernières années. Mais voilà, c'est en porte d'entrée pour un premier lecteur. Alors, l'unité parfait. dans la diversité, c'est la devise de l'Union européenne. Ça pourrait être peut-être la devise de Green Lantern Legacy. Karl, est-ce que justement ce facteur identitaire, justement, le choix de s'intéresser à la minorité vietnamienne apporte quelque chose à Green Lantern? Déjà, il y a eu presque 10 Green Lantern, je crois. Pardon. Donc, faire en sorte qu'ils aient des backgrounds un peu différents, c'est un travail que fait DC depuis pas mal d'années. On avait eu Simon Baz, musulman accusé à tort de terrorisme et envoyé à Guantanamo, par exemple, qui était devenu un Green Lantern. Et avec ces différents personnages, et aussi le fait que, en général, quand on dit Green Lantern, on pense au Green Lantern terrien, mais que le Green Lantern fait partie du Green Lantern Corps, qui inclut des milliers d'extraterrestres, que quand tous ces individus se réunissent pour combattre des menaces, là, d'un seul coup, l'idée de communauté, d'égalité paraît assez évidente, et quand on ramène ça à un petit gamin d'origine vietnamienne qui traîne dans son quartier, qui a des problèmes que peuvent avoir à peu près tous les quartiers basés sur des communautés et souvent assez isolés. A fortiori, le racisme anti-asiatique en période de Covid. A fortiori, et je ne sais pas à quel point c'est étranger, mais ça fait 1 ou 2 ans qu'il y avait déjà des mouvements pro-asiatiques aux États-Unis en marge, mais dans la mouvance de Black Lives Matter, Stop Asian Hate, qui a énormément influé parmi les créateurs et aussi sur les personnages. Et je pense qu'il y a aussi une volonté très claire de créer des personnages volontairement minoritaires. Et le fait qu'il soit vietnamien, ça permet alors déjà de le raccrocher à ses histoires. Je parlais du fait que sa grand-mère est une réfugiée de la guerre du Vietnam. Ce qui ancre assez brutalement le personnage dans la réalité, quand bien même il a un anneau extraterrestre. Et
beaucoup de moments importants pour Tai en tant que personnage. Un moment où le moment où il découvre le pouvoir de l'anneau, ou un moment où il prend assurance, sont entourés d'imagerie ou de culture vietnamienne. Par exemple, le moment où l'anneau se révèle à lui, il est entouré de lanternes vietnamiennes. C'est un petit clin d'œil que je trouve mignon. Oui, c'est de la mise en scène, comme les masques africains dans le Spider-Man de Rémi, avec le bouffon vert qui arrive, tu utilises l'espace pour ajouter une connotation. Benoît, tu voulais rebondir sur la question de l'immigration, telle qu'elle est abordée dans Green Lantern Legacy. Ouais, tout à fait. En fait, l'immigration et l'histoire du comic book, ça a toujours été assez lié. La plupart des grands créateurs de comic book sont issus ou des enfants issus d'immigration. Et en fait, du coup, le terme d'héritage qu'il y a dans ce Green Lantern, il tient aussi de l'héritage de l'histoire du comic book Green Lantern. Parce que c'est des questions qu'on retrouvait déjà dans un des runs les plus connus, les plus marquants de Green Lantern des années 70, qui était le run de Denny O'Neil et Neil Adams, qui était extrêmement politique. C'était même un des vraiment premiers comic books à traiter de questions politiques. Donc, qui traitait déjà aussi du racisme, qui pouvait traiter de lutte des classes ou d'écologie. Et le retrouver ça, je trouve, dans ce Green Lantern, c'était tout à fait à propos, en fait. Politique dans mes comic books, arrêtez. Jérémy, y a-t-il trop de politique dans les comics? Ou justement, est-ce que toi, tu as été emballé par cette question de l'héritage? Non, au contraire, je pense qu'il n'y a jamais assez de politique dans les comic books. Et là, je trouve qu'au final, ça passe extrêmement bien. Surtout quand on se met dans le contexte que c'est de la littérature jeunesse. Je trouve que le message d'encourager les lecteurs et les lectrices à s'investir dans leur communauté pour que toutes et tous puissent se sentir inclus et acceptés, je trouve que ça passe très très bien. Il y a vraiment, et c'est pour se sentir inclus, il faut agir, il faut que, et on voit des exemples directement dans la bande dessinée pour le faire, que chaque nouvel arrivant dans leur quartier puisse se sentir bien, et surtout quand tu as des gros cons racistes qui se baladent et qui jettent des pierres sur des enseignes. Mais je trouve qu'il y a aussi, ce qui est vraiment la première page, mais vraiment il y a aussi cette volonté d'agir contre le racisme, de ne pas se laisser faire. Il y a la phrase de Tai qui est dit aussi dans les premières pages quand il voit ces actions racistes. On ne doit pas laisser la peur nous diriger et nous faire quitter notre maison, pas encore une fois. Et je trouve ça très fort. Il y a vraiment cette idée de que justement faut pas se faire, faut pas non plus y aller uniquement de réagir de la haine par la haine. C'est aussi la thématique de ce bouquin à travers son grand méchant, qu'on ne spoilera pas. Et oui, justement, j'allais y venir. Mais le twist est très simple. Et puis même voilà, à travers ce méchant qui apparaît, il y a vraiment toutes ces idées jusqu'où on va pouvoir transmettre il y a vraiment cette idée que quand on a une histoire, il faut en être fier, il faut pouvoir... comment est-ce qu'on va s'inclure dans ces traditions, comment on va s'inclure dans notre histoire, et comment aussi on va se l'approprier. Justement, c'est ce que disait Benoît, et Tai va vraiment essayer de s'inspirer à sa manière et de se réapproprier ses traditions et ses origines vietnamiennes. Alors justement, la question du méchant pose aussi la question une certaine forme de question sur l'intégration aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on s'arc-boute auprès des anciens quitte à être dans le refus de s'intégrer, ou bien au contraire est-ce qu'on peut s'intégrer tout en étant fier de ses racines. Là tu me vois venir à des kilomètres avec mes questions sans doute un peu provoques, Karl, mais est-ce qu'on penche plus du côté de la tradition ou de la modernité ici? Eh bien, le bouquin s'appelle Green Lantern Legacy. L'héritage, c'est bien recevoir pour le futur ce qui vient du passé. Le méchant, il y a une discussion sur l'expression se tenir sur les épaules des géants. Et Pascal. Entre autres.
Et ce qu'il veut, c'est pouvoir s'envoler des épaules des géants, mais du coup, les laisser derrière. Et alors, lui, factuellement, se présente comme un ancien protégé de la grand-mère morte. Et son délire, c'est qu'il veut changer le quartier, donc y compris le magasin vietnamien de la famille de Thaï, pour en faire ce qu'il appelle une côte dorée très moderne qui changerait tout le paysage. Donc, comme on a dit, c'est le méchant. Alors, la modernité à tout prix n'est pas forcément la solution recherchée. Mais le problème de Thaï, c'est Jérémy parlait de ne pas avoir peur du racisme et leur relier ça à la peur qu'ils avaient eue pendant la guerre du Vietnam. C'est aussi l'intérêt de l'identité du Green Lantern. Le Green Lantern est choisi parce qu'il ne ressent pas la peur ou qu'il est courageux, ça peut varier un petit peu. Et c'est les actions choisies mais bien dirigées. C'est-à-dire, quand il écoute le méchant trop vers la modernité, il se foire. S'il restait bloqué sur c'est aux vieux de gérer, il se foire. Non, il est obligé d'accepter ce qui est venu avant lui et de vivre avec, quoi. Du coup, avant de reconclure, parce que là pour le coup je suis désolé, leur tourne un petit peu, donc je suis obligé de demander peut-être un dernier tour de table avant de conclure. Karl, d'abord peut-être pour toi, est-ce que ça apporte quelque chose à Green Lantern? On avait déjà eu Simon Baz, qui était un musulman à Guantanamo, un incarcérateur justement. On avait Jessica Cruz, qui était la latino-agoraphobe. Est-ce que Thaï est un personnage suffisamment solide pour apporter quelque chose à Green Lantern en général? Alors, sa différence, c'est que c'est le premier à être directement adressé aux enfants. Donc, il peut créer un nouveau lectorat pour Green Lantern, voire pour DC, un gamin qui aime bien Green Lantern et puis qui voit traîner un ou deux autres super-héros qui ont envie de les découvrir. J'ai trouvé l'œuvre, par contre, dans son ensemble, pas le personnage lui-même, un poil trop classique. C'est une origin story que j'ai déjà vue et qui m'a pas énormément marqué en soi, qui marche bien, si c'est un premier Green Lantern qu'on offre à un enfant, ça marcherait très bien, mais en même temps c'est utiliser aussi trop d'éléments de la mythologie que je connais en changeant un petit peu pour que ça me dérange. J'ai pas de problème à ce qu'on me change tout, j'ai pas de problème à ce qu'on me garde tout normal, mais quand c'est moitié-moitié, ça me paraissait un peu pédalé. Mais j'attends de voir ce qu'ils peuvent faire avec les prochaines histoires, parce que je crois qu'ils ont déjà prévu de sortir de nouveaux trucs. Ok, donc là on part sur un run qui peut être une bonne porte d'entrée, comme on a pu le dire. Un avis peut-être un peu plus global, Jérémy, Benoît, avant de rendre l'antenne. Benoît, peut-être pour commencer. Ouais. Moi, je serais ravi de retrouver Thaï dans d'autres histoires. Je dis, il n'y a pas vraiment dans le comics de mauvais personnages, il y a des mauvais scénaristes surtout. Mais là, pour le coup, on a un bon personnage, un bon scénariste. Et non, je serais ravi de retrouver Thaï, même côtoyer d'autres super-héros d'ici. Pourquoi pas, ce serait intéressant. Moi aussi, j'aimerais beaucoup le retrouver. Et même, je trouve ça dommage. Il va y avoir un second tome qui sortira en avril 2022 aux États-Unis. Et je trouve ça tellement dommage que ça met 2 ans à sortir. Je trouve qu'il est sorti en 2020 ou 2019, le premier tome aux États-Unis. Mais du coup, justement, c'est un personnage qui est là c'est une histoire qui est là pour introduire Green Lantern à toute une nouvelle génération. Et c'est cool parce que j'ai dit, ça nous intéresse à tous les autres et à vouloir creuser plus. Mais en vrai, c'est lui, c'est son histoire que j'aimerais suivre. Et attendre si longtemps pour le suivre, c'est là où DC se foire, je pense, et qui devrait justement mettre plus en avant ces nouveaux héros pour qu'on puisse rentrer par la petite porte, mais quand même avoir que ça devienne une sorte de nouveau noyau dur pour la franchise. Et moi, je trouve ça cool. Par rapport à ce que tu as dit, Karl, qu'on se rattache quand même à des vrais événements ou des vrais éléments de Green Lantern, parce que moi qui reste un néophyte, quand j'ai commencé à me renseigner et à lire quelles étaient les bonnes histoires de Green Lantern, j'ai revu des éléments qui étaient cités dans Green Lantern Legacy, et je me suis dit, ok, ça j'en ai entendu parler, ça m'intéresse, je vais commencer à creuser dessus. C'est peut-être ça que je vais lire ensuite.
Donc Voilà, sinon c'était cool. Mais c'est peut-être plus pour un nouveau lecteur que pour un ancien. C'est peut-être ça, Mm. l'histoire. Donc c'est peut-être le mot de la fin. C'est donc une bonne porte d'entrée. Je pense qu'on valide autour de la table, en tout cas autour du plateau virtuel. Oui. On valide. Donc effectivement, on rappelle que Green Lantern Legacy est édité chez Urban Link, que c'est sorti le 10 septembre, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies et même les mauvaises, sachez-le. Et en tout cas, voilà, on vous le recommande chaleureusement, surtout si vous êtes un peu étranger à Green Lantern, mais en tout cas je connais pas du tout ce personnage. Le personnage, je le connais surtout via Deadpool en fait, voilà, personne n'est parfait, mais bon, vous voyez où je veux en venir. Mais donc du coup j'étais d'autant plus content de découvrir ce personnage par ce biais là, pour pouvoir ensuite peut-être rentrer dans la mythologie plus institutionnalisée, on va dire.